ce café littéraire. Alors, on va pas vous dire un peu d'ordre dans les noms, vous n'allez pas vous y retrouver. Des fois, il y a des gens qui débarquent pour la première fois, vous imaginez. Vous ne connaissiez pas nos fidèles auteurs. On va parler donc d'un sujet un peu particulier, puisqu'on va s'intéresser à l'histoire, mais peut-être à une histoire dont on parle peu, dont on parle mal, qu'on oublie ou qu'on nous fait oublier. Ça peut être des pistes un peu de réflexion que nous allons avoir les uns les autres pendant cette heure qui vient, autour évidemment de différentes thématiques historiques. Bien sûr, on va parler de la guerre d'Algérie, même si on n'insistera pas énormément, puisque demain il y a un café littéraire qui vraiment sera spécifiquement consacré à cette période. Donc on va quand même en parler un petit peu parce que Roland Wagner est avec nous et qu'évidemment il est tout auréolé de son Grand Prix de l'Imaginaire reçu il y a moins d'une semaine. Et puis, on va évidemment évoquer d'autres périodes historiques qui, elles aussi, on va voir, sont maltraitées soit par notre inconscient collectif, soit parce qu'on nous les enseigne pas forcément toujours très très bien, soit parce que l'histoire est aussi la version des vainqueurs et donc celle qu'on nous propose. Tu peux enlever très très bien. Hein. Justement, tiens, Roland. Le fait de parler de la guerre d'Algérie, même si c'est peut-être un sujet qui ces dernières années, vous ne serez peut-être pas d'accord, mais qui est revenu un peu sur le devant de l'actualité, soit par des films, soit par des livres, c'est quand même une période qui a été... C'est la guerre sans nom quand même, au départ. Complètement, c'était les événements. C'était l'opération de police. Je ne sais plus en quelle année les anciens combattants d'Algérie se sont vus reconnaître le droit d'être considérés comme les anciens combattants, mais ça a pris... je sais pas, au moins autant de temps que pour rétablir sa langue dans son grade et sa pension. Pardon. Bon, ça commence. Non, mais la guerre d'Algérie, c'est la dernière guerre sans image. La dernière guerre importante. Après, on a eu le Vietnam. Enfin, il y en a eu d'autres entre eux, mais je simplifie. Donc, c'est la dernière où il n'y a pas des équipes de la télé qui sont en train de filmer partout et où on ne voit pas les cadavres, en fait. Quasiment pas, ou très peu. Enfin, un peu plus que ceux du 11 septembre, mais... Mais tu parles du Vietnam, est-ce qu'il n'y a pas aussi une mentalité française qui joue, qui, à un moment, dit qu'il faut qu'on soulève le tapis puis qu'on mette la poussière dessous. Ah bah oui, mais ça c'est un grand classique bien franchouillard, oui, mais ça, attends, on rétablit l'unité nationale en amnistiant les criminels et en balayant, oui. Mais quand je disais tout à l'heure qu'il y a d'autres trucs qui ne sont pas enseignés, moi quand je vois que ma fille a 18 ans, quand je vois comment l'histoire coloniale est enseignée, je suis un peu vert quand même. Tu vois, heureusement qu'elle sait lire, là, la guerre d'Algérie, c'est bon. On va en parler, par exemple, avec Didier Desnoix. Didier, je voulais faire agir sur la même question, puisque vous avez évidemment traité, alors, pas du conflit lui-même, mais d'un événement qui est évidemment cette affaire du 17 octobre 61, c'est ça, je ne dis pas de bêtises sur la date. Vous pouvez nous rappeler les faits, tiens, d'ailleurs? Puisque justement, on parle des mémoires oubliées, il y a peut-être des gens qui ne savent pas à quoi correspond cette date. Ça recoupe un petit peu ça, c'est-à-dire que c'est une opération de police en plein Paris, quand le préfet, qui s'appelait Maurice Papon à l'époque, il était maire de Paris, il n'y avait pas de maire élu à Paris, donc c'était le préfet de police qui faisait office de maire, et il a institué un couvre-feu à l'automne 1961, tout simplement parce que dans les mois qui ont précédé octobre 61, il y a des équipes de supplétifs algériens qui ont été adjoints à la police parisienne et qui ont ouvert des centres de torture, des rafles et des tortures. Il y avait un centre de torture dans la ville où j'habite, à Aubervilliers, il y en avait un à Gennevilliers, il y en avait à la Goutte d'Or et tout, et c'était des endroits comme la Carlingue dans les années 40, où les gens étaient torturés, tués, raflés dans les rues. Et le FLN, pour répondre à cette méthode de liquidation, a commencé à tuer des policiers tortionnaires. Donc il y a une vingtaine de policiers qui ont été exécutés dans les rues de Paris et de la banlieue. Et puis Papon a institué un couvre-feu, donc à ce moment-là, et qui était un couvre-feu qui est assez intéressant, parce que c'était un couvre-feu uniquement pour les musulmans d'apparence. C'est-à-dire, c'était un couvre-feu qui s'adressait aux Français musulmans d'Algérie. Donc, il fallait reconnaître dans la route des Français musulmans d'Algérie. À tel point que dans la cité où j'habitais, juste devant la cité, il y a deux Italiens qui étaient sur une Vespa, deux jeunes ouvriers immigrés italiens qui ont été flingués. Ils ne se sont pas arrêtés à un contrôle et comme ils étaient un peu crépus et qu'ils étaient d'apparence d'ailleurs, ils ont été tués. Donc,
Et cette manifestation a été réprimée. Il y a eu au minimum 150 morts dans les rues de Paris. Mais pour revenir sur la spécificité de l'Algérie, rapidos comme ça, c'est que l'Algérie, c'était la France. C'est pas une guerre extérieure. C'est le seul cas où on a des départements, les départements algériens. Et donc il y a une fusion. Par exemple, le département où j'habite, le 93, c'était le 93, avant c'était Constantine. Hein, on a donné à la Seine-Saint-Denis le Constantinois quand on a redécoupé comme ça. Et donc ça a été c'est une guerre coloniale avec des aspects de guerre civile. Et avec, donc là, on a une guerre d'une totale complexité qui brouille énormément les choses. On ne sait pas qu'il y a des Français d'origine, des Algériens d'origine française qui ont combattu du côté du FLN, l'aspirant Maillot, Maurice Laban et tout. C'est tout un tas de choses qui sont oubliées parce que si on rappelle ça, d'un seul coup, la complexité nous saute à la figure. On va y revenir. Roland. Je voudrais juste ajouter un truc, c'est qu'on ne peut pas limiter la guerre d'Algérie à une opposition, disons, entre le FLN d'un côté et l'armée française de l'autre. Parce qu'il y a la guerre interne FLN-MNA qui a quand même conduit les gens du FLN à éliminer les militants du MNA. Et en face, on a l'OAS qui, pareil. Donc, en fait, ça ressemble plutôt à la situation du Liban. Hein. Voilà. Donc, c'est une histoire qui est super difficile à écrire, voire quasiment impossible. Ayardal, on va quitter un peu la guerre d'Algérie, même si tu peux réagir à ce que tu viens d'entendre. Mais. Toi, c'est une autre période un peu de l'histoire, même si évidemment tu as choisi le biais science-fictif pour en parler, mais c'est aussi une période mal aimée, mal vue. C'est la période de la Commune de Paris. Ouais, c'est curieux parce que la Commune de Paris, on a un espèce de romantisme français qui est très fort autour, donc qui fait que c'est quelque chose qui est... je dirais même les héritiers idéologiques des gens qui l'ont écrasé revendiquent la Commune de Paris comme démonstration que le français est capable de se révolter contre les puissants et comme si notre société était finalement égalitaire. Donc c'est quelque chose qui est historiquement alors, très très mal enseigné, peut-être un petit peu mieux que la période de la guerre d'Algérie. Mais à peine, puisque grosso modo on cite quelques noms, on cite quelques faits, on parle d'un massacre et c'est terminé. La Commune de Paris, les raisons, les motivations des uns et des autres, et puis surtout l'élan idéologique qui naissait en France à cette période-là au niveau populaire, parce que dans les classes dites favorisées ou intellectuelles, il y avait déjà ces courants de pensée socialistes qui existaient. Dans les classes populaires, ça n'existait pas encore, ça naît vraiment avec la Commune de Paris, et ça, ce n'est pas enseigné. Et là encore, c'est difficile de dire blanc ou noir, parce que finalement, des deux côtés, on retrouve des camps assez disparates. Oula, oui, alors là-dessus, je recommanderais l'excellent travail de Vautrin et Tardy, parce que eux, ils sont allés très très loin, ils ont vraiment montré ce qu'était la diversité justement dans les courants idéologiques et puis les affrontements. Mais il y a un moment où plus personne ne savait sur qui ils tiraient. Même quand on était derrière une barricade, on n'était pas sûr d'être du bon côté, quoi. Donc, j'en profite, je signale, il y a Jean-Philippe Despotes deux potes qui est parmi nous et qui sort cette année Le Crâne Parfait de Lucien Bell, qui est aussi un roman historique entièrement consacré à cette période, aux 2 mois de la Commune de Paris finalement. Et là c'est pareil, effectivement, on retrouve toutes les incertitudes des uns et des autres, de savoir finalement dans quel camp je me situe, et surtout pourquoi je choisis mon camp camarade. Ah non, là c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus clair. Dans la Commune de Paris, le pourquoi je choisis mon camp était très très simple. C'est vraiment la lutte des classes pure et dure. On est dans les prémices de ce qui va devenir la révolution d'octobre en Russie par la suite, mais c'est de la lutte des classes. Donc je choisis mon camp était très simple. Je choisis le clan des riches ou le clan des pauvres. Il n'y avait pas de mystère. Après, pour des raisons personnelles, certaines personnes qui étaient parmi les prolétaires ont choisi le clan des riches, ou certains fonctionnaires qui étaient aussi eux, parmi les prolétaires ont choisi de suivre les ordres donnés, mais l'engagement
Enfin, c'est blanc, et là effectivement c'est blanc et noir, en l'occurrence c'est bleu et rouge. Mais voilà, il n'y a pas de... Ce que j'ai essayé de retranscrire d'ailleurs un peu dans le bouquin, de toute façon il n'y a pas, même si on est en désaccord idéologique dans le même corps, le corps socialiste, il y a des désaccords idéologiques profonds. Il y a les violents et les non-violents, il y a les proudhoniens et il y a ceux qui vont se diriger un petit peu plus vers l'anarchie. Il y a Louise Michel d'un côté, sans balancer tous les noms, il y a des différences idéologiques, mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on est du même côté de la barrière. En face, il y a le pouvoir du capitalisme, représenté par les structures sociétales, les structures républicaines de l'époque, et c'est tout. Donc, de ce côté-là, c'est beaucoup plus clair, beaucoup plus net que l'Algérie. Johan, toi qui es aussi indirectement finalement à traiter de la commune oui. Dans la trilogie de la Lune, parce qu'on n'est pas dans les faits, dans les événements en tout cas directement, mais rien d'historique, mais il y a un lien quand même présent. L'état d'esprit est là. Alors moi c'est parti d'un fait, et je vais revenir sur ce que tu disais précédemment, sur le fait que ce qui est mal ou pas enseigné du tout. J'ai fait des études d'histoire, et moi-même, tout au long de ces études-là, c'est un épisode que j'ignorais quasiment, la commune. Et ensuite, j'ai enseigné quelques années dans un lycée professionnel. Il faut savoir qu'à ce moment-là, pendant toute une année, au niveau des premières bac pro, toute cette année était consacrée à ce qu'on appelle le long 19e siècle, en gros d'après la Révolution française jusqu'à la veille de la Première Guerre mondiale. Alors on parle énormément de la naissance du mouvement ouvrier, on parle de ces choses-là. Et quand on arrive à Napoléon III, alors on parle de ses batailles, de ses défaites. On évoque effectivement, mais alors dans la plupart des manuels, il n'y a même pas une page, il y a deux, à l'époque, c'était il y a une quinzaine d'années, j'ai jamais vu plus de 10 lignes sur les événements, comme tu le rappelais. Et c'est à partir de là que, j'avais entre-temps acquis d'autres connaissances sur le sujet, donc ça m'avait vraiment choqué aussi en tant qu'enseignant d'histoire. Jamais, alors qu'on avait toute une année du programme d'histoire consacré à ce long 19e siècle, il y avait un saut, voilà, il y avait une coupure nette entre dès lors que Napoléon III avait perdu à Sedan, on passait, on passait sur les événements et on attaquait quasiment la Troisième République. Enfin voilà, il y avait ce creux là. Donc c'est ce qui m'a amené moi à fouiller la question. Et ensuite effectivement, alors là vraiment par le biais de la fiction, essayer de quelque part de m'intéresser à l'esprit de la commune. Qui vivra éternellement dans nos cœurs virtuels. Voilà, et comme tu dis, et qui paradoxalement aujourd'hui est revendiqué par l'autre camp, enfin voilà, ils en sont à chanter le temps des cerises, quoi. Enfin je veux dire, c'est. Voilà. Et oui, et voilà, c'est comme ça quand j'en suis venu aussi à m'intéresser à cette question-là. Parce qu'il y a vraiment, et je comprends encore. Maintenant, j'ai plus trop suivi l'évolution des programmes scolaires, mais je crois que de toute façon, ça n'a guère évolué sur la question. Il y a toujours ce hiatus sur cette période. Si je me fais l'avocat du diable, est-ce qu'on peut pas dire aussi que c'est finalement parce que ça ne concerne que Paris? Déjà, ça ne concerne pas que Paris. Mais justement, non, c'est tellement, tellement fondateur aussi, d'ailleurs. Lyon. Déjà d'une part, si on parle des événements, mais et ensuite sur leurs répercussions, sur le RICO, la meilleure preuve, c'est qu'aujourd'hui, c'est revendiqué par tout le monde. Il y a une véritable genèse qui a marqué finalement l'esprit national aujourd'hui, sans que justement qu'on sache toute la diversité des événements d'ailleurs. Non. Juste un mot. En fait, la Commune de Paris, c'est pas un élan spontané qui est né comme ça sur Paris et qui s'est arrêté à Paris tout d'un coup. C'est un élan qui est né un petit peu plus de 30 ans auparavant. Donc, par exemple, tout le monde connaît Louise Michel, le centre social Louise Michel, ou l'école Louise Michel, ou la mairie Louise Michel, ou le stade Louise Michel, j'en ai même vu, attention. C'était une grande sportive, on le sait, elle était très forte au tir. Mais bien avant ça, il y a particulièrement à Lyon et à Marseille, des mouvements très très importants, des mouvements révolutionnaires motivés par des choses qui vont aboutir plus tard à l'anarchie d'ailleurs, et non pas au socialisme tel que présenté dans la première et la deuxième internationale. Entre autres Flora Tristan qui a participé, qui a contribué, que ce soit au Brésil, en Angleterre, en France et en Allemagne, à tous ces mouvements qui étaient simplement la prolongation, la transformation de ce qui avait chuté avec la Révolution française en 1794 et 95, pardon, j'ai raté une marche. Et la Commune de Paris, c'est juste l'aboutissement. Quand je dis c'est l'aboutissement, c'est aussi
c'est là où tout s'arrête. Curieusement, tous les mouvements révolutionnaires se sont stoppés net, en tout cas vers une avancée socialiste. Mais sur la commune, quand on commence à regarder comme ça l'histoire qui est l'histoire de notre pays, on s'aperçoit qu'il y a des connexions. Par exemple, la commune et l'Algérie, on a l'impression que c'est lointain. Et non, c'est pas lointain. Il y a véritablement des connexions. Quand il y a la guerre de 1870, on fait appel aux troupes coloniales pour aller combattre. Il faut garnir les rangs. Et il va y avoir une conscription forcée qui va avoir lieu en Algérie, qui va provoquer une révolte énorme qu'on appelle la révolte des Mokrani en Kabylie. Et là, une partie de l'armée française va devoir aller faire la guerre en Algérie parce que les gens se rebellent contre la conscription. Et il va y avoir des milliers d'Algériens qui vont être mis dans les bagnes vers Toulon, dans les bateaux prisons et ainsi de suite, ce qu'on appelle les pontons, et qui vont être envoyés en Nouvelle-Calédonie. Quand je me suis baladé là-bas, il y a un cimetière musulman en Nouvelle-Calédonie, dans une ville de Nouvelle-Calédonie, Douraï. Le maire aujourd'hui est un fils de descendants kabyles. Donc il y a des traces de ce genre-là. Mais il n'y a pas que ces traces-là. Dans la commune, on a une aquarelle représentant un zouave algérien noir avec le drapeau de la commune. Et j'ai recherché, il s'appelle Mohamed Ben Ali. C'était quelqu'un qui faisait partie des turcos de la commune, qui a combattu à Paris. Et Louise Michel parle de lui dans ses mémoires. Son commandant, moi je viens de consacrer un bouquin sur la commune de Paris à Maxime Lisbonne, qui était le commandant des turcos de la commune et qui est l'inventeur des restaurants du cœur à son retour de Nouvelle-Calédonie à Paris en 1885. C'est des utopies. Mais sur l'Algérie, il y a autre chose. La sauvagerie, c'est-à-dire en une semaine, la semaine sanglante, 25 000 morts. Les gens sont tués, les femmes, les enfants et tout, c'est absolument abominable. Et je me suis interrogé, mais qu'est-ce que c'est que cette sauvagerie c'est pas simplement la guerre civile. Quand on prend et qu'on regarde ce qui s'est passé en Algérie dans les années précédentes, pratiquement tous les commandants de la répression dans les rues de Paris, c'est des gens qui avaient servi en Algérie et qui avaient l'habitude depuis des années de traiter les Algériens révoltés de la manière dont ils ont traité le peuple parisien.